participants et chers collègues, parce que nous sommes très internationaux, qu'on commence un peu en anglais et on partage en français. Je suis très honorée, mais vraiment très honorée, de souhaiter le bienvenue à notre panel qui s'encadre le PCB Insight Conference. Je m'appelle Josina. Je suis très heureuse d'être la modératrice aujourd'hui et con cette possibilité d'un dialogue avec ces grands experts. Aujourd'hui, on a 3 continents. On a l'Afrique, on a l'Europe et aussi l'Amérique du Nord. Je vous invite tous à interagir pendant le panel et envoyer des questions pour nos panélistes via chat. À la fin, on aura l'opportunité de répondre. C'est un grand plaisir de présenter mes chers collègues panélistes. Pour moi, ça, c'est le moment plus intéressant parce qu'on a l'opportunité aussi de grandir avec eux. Alors, je commence pour les dames. Madame Valériane Saka. Elle est responsable sécurité du système d'information en ciseaux au sein de la plus grande banque à Madagascar et à la fois fondatrice de la société Mevatic. Partenaire agréé de PCB, elle ambitionne de participer activement à la promotion de la sécurité de l'information dans les pays de l'océan Indien, d'Afrique et de Madagascar en particulier. C'est une formatrice et un expert en système de management et sécurité, selon les notes, avec des compétences avancées sur la gestion technique des informations et une connaissance approfondie des environnements typiques de grandes organisations. Grâce à ses diverses expériences auprès de la Bank of Africa en Madagascar, elle dispose des expertises importantes sur la gestion des infrastructures, des réseaux et des systèmes, sur de bonnes pratiques et procédures de sécurité, ainsi que la gestion des risques liés à la digitalisation. À travers la société de Mevatic, elle aide les professionnels désirant une progression de carrière grâce à des formations. Elle conseille les entreprises qui souhaitent mettre en place ou maintenir un système de management suivant les normes. Elle accompagne également les entreprises dans l'intégration des solutions de sécurité informatique et les audits de certification. Elle est ouverte à toute proposition de collaboration. Maintenant, messieurs, bienvenue Valériane, et je demande aujourd'hui de parler avec votre nom. Valériane, Robert et Karim. Bon, monsieur Karim, il est docteur, hein? C'est pour ça que je parle, hein? Docteur en cybersécurité. Karim Ghanem, comme les 17 ans d'expérience en TI, donc 15 ans dans le domaine de la sécurité d'information, après d'avoir travaillé pendant plusieurs années comme conseiller senior en sécurité d'information dans les grandes entreprises. Il a fondé sa propre compagnie, sa propre entreprise de nom StreamScan. C'est un outil appelé de CDS qu'il a créé, qui utilise l'intelligence artificielle pour détecter des anomalies cybermenaces de nouvelles générations qui ciblent les réseaux automatiques. Ces cybermenaces sont ensuite bloquées afin de minimiser et éliminer l'impact des incidents de sécurité. La technologie CDS est actuellement utilisée pour protéger le réseau informatique de plusieurs entreprises et administrations publiques, tant au Canada, où elle est basée, au international, c'est clair. Enfin, le CDS on StreamScan a été sélectionné comme une innovation par le gouvernement fédéral du Canada. Bravo. Merci. Il détient plus haute certification dans le domaine de la détection des intrusions informatiques, GCIA,
de certifier des intrusions analystes, la réponse aux incidents de sécurité, ainsi qu'une certification CISSP. Il est aussi un brevet United States sur la détection de cybermenaces et de nouvelles générations. Bon, alors là, Dr. Caron est en plus enseignant en cybersécurité à la Polytechnique de Montréal. Bienvenue. Merci. Et Monsieur Robert O'Hallig, c'est un grand copain. Merci beaucoup pour être là. Pour ça, il est très connu au domaine de cybersécurité en Europe. Il est marié, 55 ans. Il a 6 enfants entre 25 et 5 ans. Donc, à 4 filles de garçons. Robert est d'origine allemande, vit depuis 2006 en France, dans un petit village en Picardie. Son expérience professionnelle, c'est tellement riche, de plus de 30 ans, guidé pour l'informatique vers la gestion des processus dans la sécurité. Alors, il est tout le parcours. Hein. Robert a pu connaître pendant plus de 20 ans différentes industries comme la génie mécanique, la pharmaceutique et le pétrole. Depuis environ 10 ans, s'est mis de côté consulting afin de mettre ses expériences au profit de beaucoup d'autres entreprises. Ses spécialités sont la gestion des projets interculturels et l'interim management dans le même contexte. La sécurité, le processus, la gestion des risques, le système d'information ainsi que les approches stratégiques. Robert est parfaitement trilingue en français, allemand et en anglais. Actuellement, il est un directeur général de l'entreprise de conseil Carmau en Allemagne, où il est basé. Il assurait de l'autre part le rôle de CISO chez une université internationale et 3 entreprises, ainsi que le rôle de DPO chez une vingtaine d'organisations. Il est certifié comme PCB ISO ISC 27001, Senior Lead Auditor, Data Protection Officer, and ITIL. So, c'est vraiment un grand plaisir. Je suis honorée d'être ici avec ce riche panel. On aura la possibilité d'avoir 3 points de vue. Alors, pour un survol, je commence avec une proposition un peu étrange d'analyser un article qui vient de sortir dimanche passé, il fait 2 jours, sur un journal en Suisse. En Suisse qui parle sur la cybersécurité. Et après ça, je passe directement les questions. Comme les panélistes sont basés sur les 3 continents, nous pouvons avoir des réponses de 3 sans ordre, mais je vous propose d'être vraiment relax et interagir avec votre expérience. Alors, publié sur le journal L'Étang dimanche 14 novembre, le monsieur Anoush Seidagatia, il a dit, c'est un paradoxe inquiétant. Les cyberattaques se multiplient à un rythme invraisemblable en Suisse. Et en parallèle, je commence à avoir l'impression que les annonces de piratage ne produisent plus l'effet que quelques mois avant. Comme si les incidents majeurs faisaient déjà partie d'une nouvelle normalité. Un vol de données était devenu presque normal. Bon, voilà. Alors, je vais me taire. Je commence avec la première question. Je ne sais pas si quelqu'un veut commencer pour parler, pour faire un peu le ice break. Après, on passe directement à les questions. Bon, moi, je vais me lancer. Oui. En fait, je pense que c'est vrai qu'on a une perception de normalité. Hein.
pour la simple raison que avant, les cyberattaques n'étaient pas du tout médiatisées. Donc, on ne les voyait pas du tout. Mais maintenant, il y a beaucoup de médiatisation qui se fait, de telle sorte que les gens, ils en entendent tellement parler qu'ils ont l'impression que c'est normal qu'une compagnie soit piratée. Puis moi, j'entends souvent des gens me dire, ben, les pirates aujourd'hui, ils sont très excellents, ils savent développer des outils malicieux qui sont très, très difficiles à détecter. Donc, quoi que les entreprises fassent, ils vont finir par se faire pirater. Ce qui fait qu'au final, ben, les gens ont l'impression que se faire pirater, ça commence à devenir une normalité aujourd'hui, ce qui est assez inquiétant parce que de toutes les façons, c'est à l'avantage des pirates. Le pirate, à partir du moment où les gens ils ont l'impression que c'est normal, derrière, ce qui va se passer, c'est que certains vont penser que même si on se donne les moyens d'améliorer sa sécurité, on va quand même se faire pirater. Donc, ils vont pas mettre les moyens qu'il faut. Et si malheureusement, ils ne mettent pas les moyens qu'il faut, ben, un jour, ils vont arriver au bureau, peut-être un lundi ou peut-être un vendredi dans la nuit, puis ils vont se rendre compte qu'ils ont été hackés et puis que les données sont sorties. OK. Oui, Très, très d'un point de vue du grand public, entre parenthèses, je suis bien d'accord, ça peut être l'impression, et je pense qu'il y a aussi beaucoup de responsables d'entreprises qui pensent comme ça. Mais heureusement, dans les organisations où je suis le CISO, là, la pensée est vraiment différente. Là, quand ils voient quelque chose dans leur industrie, donc par exemple, si l'université, ouais, il y a des autres universités qui sont bloquées pendant des semaines et des mois à cause d'une cyberattaque, là, très clairement, ils disent non, je veux pas ça, donc il faut faire quelque chose. Qu'est-ce qu'il faut faire? Qu'est-ce qu'il faut faire pour au moins réduire l'impact? Parce qu'ils ont compris, on peut pas vraiment se protéger d'une attaque, mais on peut faire quelque chose pour réduire les impacts ou les conséquences qui sont dues à un tel impact. Mais là, je suis bien d'accord avec toi, Karim. La plupart des gens, ou une grande partie des entreprises, je pense notamment les entreprises plus petites, pas les grandes, mais les plus petites, ils pensent à peu près comme ça. Donc, c'est une fatalité et je peux rien faire, donc je fais rien, ça sert à rien. D'où la nécessité de la sensibilisation, surtout côté ressources humaines, puisque la plupart des attaques proviennent surtout de la part des côté failles, côté facteurs humains. Alors, vous êtes d'accord qu'une chose, c'est la perception de la normalité, l'autre chose sont les actions, les plans qu'on a sur les organisations. Alors, je passe directement. Les passages massifs au télétravail dû à la pandémie a-t-elle favorisé le cyberattaque, la cybercriminalité, parce que maintenant, on parle des numéros, on parle c'est pas des arguments, c'est qu'est-ce qui passe pour l'instant. Alors, je passe à vous. Robert, est-ce que tu veux commencer pour répondre le télétravail avec tellement d'entreprises partout en Europe qui tu as connecté? Qu'est-ce qui s'est passé? Quelle est la ligne entre la vie personnelle, professionnelle, le Netflix qu'on se connecte sur le réseau? Quelle est ta expérience nous rapporte aujourd'hui? Oui, oui, je pense au début, ça a bien favorisé tout type de cyberattaque parce qu'une grande partie des organisations n'étaient pas vraiment préparées au télétravail et ils sont bricolés des choses à droite et à gauche. Il y a bien eu des organisations qui étaient depuis des années en mode télétravail par défaut, donc là, il n'y avait pas de problème. Mais toutes les organisations où les gens sont toujours venus dans un grand bâtiment pour travailler et pour sortir, notamment ce type d'entreprises ont bien eu des problèmes et des effets qui sont dus à ça. Donc, soit sur une sécurisation moins bien pour les accès à distance ou soit pour tout simplement parce que les gens, je ne peux pas plus aller à côté dans l'autre bureau, demander mon collègue et dire oui, mais j'ai un truc comme ça, peux-tu m'aider? Donc, il est tout seul chez lui, il fait je ne sais pas quoi et à la fin, il y a un problème. Donc, c'est vrai et pour la sécurité de l'information et pour la, comment ça s'appelle, pour la data privacy, pour la protection des données personnelles. Là, oui, on a beaucoup d'impact sur ça, mais
mon impression aujourd'hui, c'est la plupart des organisations a bien travaillé sur ça parce qu'ils savent qu'on va pas tout de suite et même pas dans les mois à venir retourner dans le mode auparavant, et ils ont fait des choses et fait des efforts. Mais je pense qu'il reste encore beaucoup de travail à faire, et notamment sur comment ça s'appelle? L'awareness. Donc, sur l'humain, notamment. Oui. Valériane, avec ta expérience en Madagascar, avec un parcours pour Bank, the Central Bank of Africa, est-ce que tu peux partager avec nous, est-ce qu'il y a des plans, des activités déjà créées pour protéger maintenant au niveau des entreprises qu'ils sont plus populaires en Afrique, au Madagascar, où tu es basé? Merci. Côté plan de continuité des activités, avant la pandémie, la plupart des entreprises n'en avaient pas. Et pour certaines qui en avaient déjà, ce n'étaient pas des plans d'activité appropriés, plans de continuité d'activité appropriés, ni moins testés. Donc, quand la crise a surgi, ce que la plupart des institutions financières ont fait, en fait, c'est que il y avait eu une élaboration dans une courte période, hein, dans un court délai, d'un plan de continuité des activités, mais juste pour se protéger, assurer la continuité par rapport à la crise du Covid-19, mais non pas un plan de continuité des activités globales. Et de notre côté aussi, il y avait eu le télétravail, l'augmentation des services mobiles. Et puis, même pour les écoliers, ils ont travaillé à distance. Et tout ça avait eu des impacts par rapport il y avait eu augmentation des risques liés à l'utilisation des données à caractère personnel, alors que en Afrique, et en particulier à Madagascar, il n'y a pas encore de cadre réglementaire légal qui... Donc, nous comptons vraiment sur l'État pour la mise en place déjà d'un cadre réglementaire, cadre légal, pour aider la population, les entreprises à mieux se protéger. Et nous n'avons pas encore non plus un CERT. La plupart des pays en Afrique ne disposent pas encore de CERT national, alors que c'est vraiment essentiel. Voilà. Et l'expérience du Canada, comment ça se passe? OK. OK. En fait, chez nous, ben moi, chez StreamScan, en fait, on a eu la chance d'observer comment tout ça s'est passé, hein, parce que nous, on a en interne un SOC qui est un centre de supervision à distance de la sécurité. On a des clients chez qui on a déployé notre technologie, et avec notre équipe à distance, on monitor 24/7 pour voir est-ce qu'il y a des attaques qui ciblent les clients. Si oui, on prend en charge les alertes, on les analyse pour éliminer les cyberattaques. Puis là, nous, ce qu'on a constaté, c'était hallucinant. Au Canada, j'imagine que c'est un peu partout aussi, peut-être en Europe et puis un peu partout ailleurs aussi. En fait, avec le télétravail massif, les compagnies ont commencé à déployer des solutions d'accès à distance. C'est des connexions de type remote desktop, donc accès bureau à distance, ou du VPN. Donc, le besoin des compagnies à ce moment, c'était de rendre la fonctionnalité d'accès à distance disponible. Donc, ils ont déployé des solutions très rapidement, souvent sans tenir compte de la sécurité. Puis, une fois que tout ça a été déployé, ce qui se passe derrière, c'est que, contrairement à ce que plusieurs personnes pensent, la plupart des attaques ne sont pas lancées par des humains. Ce sont des robots, des botnets qui scannent Internet 24 heures sur 24 pour trouver des systèmes vulnérables sur Internet pour les attaquer. Donc, en un coup, il y a plusieurs serveurs VPN ou RDP qui apparaissent sur Internet. Puis de l'autre côté, on a des botnets qui scannent Internet, qui les trouvent. Et puis dès qu'ils les trouvent, la prochaine étape, c'est de lancer une attaque de type brute force, où par exemple, les botnets vont essayer plusieurs scénarios de non-éculateur de mot de passe pour essayer de trouver un seul compte qui est valide dans la compagnie pour se connecter. Et tout ça s'est fait de manière automatisée 24 heures sur 24. Donc, les compagnies qui ont déployé... Oui? Non, j'aimerais bien proposer une question comme quelqu'un qui n'est pas expert, docteur en cybersécurité.
est-ce que j'ai pu cacher mon VPN et créer l'autre VPN pour masquer qui je suis? Non, on n'a pas besoin. En fait, quand on déploie un accès VPN ou RDP, il y a des bonnes pratiques qui existent aujourd'hui pour être plus sécuritaire. On va partir du principe que l'authentification, lorsque vous rentrez juste votre nom utilisateur, votre mot de passe pour vous connecter à distance, ce n'est pas suffisant. Il faut appliquer ce qu'on appelle l'authentification multifacteur, MFA. Donc, par exemple, vous recevez non, s'il vous plaît, expliquez pour notre audience parce que c'est très important. Imagine que vous êtes dans une classe. C'est très important ça. C'est vraiment pour tout le monde. C'est un info à garder. S'il vous plaît. Donc, lorsque vous déployez un accès VPN ou RDP, vous configurez le système pour que lors de la connexion de l'utilisateur, en plus du mot de passe, vous recevez peut-être un message texte ou un courriel avec une chaîne ou un numéro que vous devez rentrer pour valider votre connexion. Donc, si vous avez ça en place, ce qui va arriver, c'est que les pirates vont quand même essayer de vous attaquer. Ils vont peut-être trouver le mot de passe, mais pour valider la connexion, il va falloir qu'ils aient la chaîne de caractères qui a été envoyée sur votre téléphone intelligent. Et puisqu'ils ne l'ont pas, ils ne pourront pas se connecter à votre réseau. Donc, à partir du moment où les gens, la plupart des compagnies qui n'ont pas d'experts spécialistes en TI, nous, on est beaucoup plus actifs au niveau manufacturier, au niveau pharmaceutique, dans certains domaines où la cybersécurité ne fait pas partie de la pratique quotidienne. Donc, les PME, en général, sont passés, ils ont déployé sans tenir compte de cet aspect. Puis, évidemment, les botnets attaquent, ils prennent le contrôle d'une machine, ils rentrent dans les réseaux. Une fois que le réseau est piraté, c'est là que l'humain intervient. Donc, en fait, on a derrière 99% du travail qui est fait de manière automatisée, parce qu'on parle beaucoup d'AI aujourd'hui. Tout le monde parle d'AI pour l'automatisation dans les compagnies. Mais les pirates, ils veulent automatiser aussi parce qu'ils ne veulent pas passer beaucoup de temps à travailler. Donc, une fois que le pirate rentre dans le réseau, il a le temps, il prend le temps de fouiner, il va chercher ce qu'on va appeler des machines qui ont une valeur pour vous. Ça peut être votre système d'authentification Active Directory, des bases de données. Puis, une fois qu'il a l'impression qu'il a beaucoup de systèmes qui ont de la valeur pour vous, il peut les infecter par un ransomware. Comme ça, il a la certitude que vous n'allez pas avoir le choix, que vous allez ensuite les contacter pour payer une rançon. Donc, ça, c'est des choses qu'on a observées. Le deuxième élément qu'on a observé au Canada aussi, parce que le gouvernement fédéral a mis en place des programmes d'aide à la population. Il y a eu des gens qui ont reçu de l'argent parce qu'ils ne pouvaient pas travailler. Donc, les pirates ont mis en place des mécanismes où ils créaient des noms de domaine. Il y a Sophos, qui est une compagnie de cybersécurité qui est très reconnue, qui a fait une analyse où, en début Covid, en moyenne par jour, il y a 4000 nouveaux noms de domaine qui étaient créés, qui contenaient le mot-clé soit Covid ou coronavirus. Donc, ils postaient des pirates qui créaient ces domaines malicieux, qui postaient des messages qui disaient aux gens, tiens, on a de l'information à communiquer sur la COVID, on a le vaccin contre la COVID, on a le remède contre la COVID, et puis rentrez vos informations personnelles, on va ensuite vous contacter. Puis, il y a plusieurs personnes qui ont fourni les informations personnelles, malheureusement, puis tout ça, ça a été utilisé par des pirates pour créer des faux profils auprès du gouvernement fédéral du Canada, qui ont fait des demandes de subventions d'aide à la place de certaines personnes. Et puis, plusieurs personnes ont été surpris à la fin de se rendre compte qu'il y a des demandes qui ont été faites à leur nom, puis que le gouvernement a versé de l'argent à leur place. Et puis, finalement, malheureusement, c'est à eux de payer parce que le gouvernement considère que c'est eux qui ont fait l'action. Donc, c'est des choses qu'on a observées ici pendant la période de la COVID. Merci, ce sont des expériences assez riches et aussi des conseils techniques à garder. Robert, est-ce que tu veux ajouter quelque chose de plus? Non, c'est des conseils techniques. On parle un peu, on retourne aussi un peu à les conditions générales. Qu'est-ce qu'on fait? Parce que nous sommes concernés maintenant, on appelle post-pandémique, mais l'autre question, c'est qu'on parlera à la fin. Est-ce que nous sommes vraiment en période post-pandémique? Mais avant ça, plusieurs entreprises sensibilisent leurs employés au risque de cybersécurité. Mais en cas de mensonges, how can I say, ransom, ne font qu'augmenter. Selon que vous, est-ce que la sensibilisation marche vraiment? Ça, c'est une question que je vous pose parce qu'il y a une force, comme vient de dire Robert jusqu'au début, et aussi Valériane. On a eu une expérience avant la pandémie
pendant la pandémie et maintenant on essaie de créer un projet pour continuer la cybersécurité. Alors, je vous propose de répondre ça en fonction de votre espace géographique. Quel est l'effort que les entreprises sont en train de faire pour sensibiliser les employés quand ils vont travailler à partir en télétravail et quel est le risque de cybersécurité et comme je viens de dire sur le journal de Suisse, le cas fait qu'augmenter. Qui pensez-vous? Valériane, vous pouvez commencer. Oui, merci, madame. OK, pour le cas de l'Afrique ou bien Madagascar, déjà, ce n'est pas encore toutes les entreprises qui donnent des sensibilisations, qui sensibilisent, même les dirigeants même ne sont pas encore sensibilisés. Et donc, s'ils ne sont pas conscients, donc, ils ne font pas mettre de l'importance sur la sensibilisation des employés. Mais pour ceux qui font déjà des actions de sensibilisation, il reste à savoir est-ce qu'ils considèrent les métriques de maturité, puisque ça dépend aussi de la maturité des utilisateurs, les types de sensibilisation à donner. Par exemple, il y a la sensibilisation sur la compliance, il y a la sensibilisation sur les premiers gestes, comportements, les attitudes et tout ça. Et la sensibilisation sur, par rapport aux gestes que les personnels, les employés doivent appliquer au quotidien et les mesures d'accompagnement qui doivent venir avec. Puisque la sensibilisation seule ne suffit pas. Déjà, la sensibilisation, ce n'est pas une mince affaire, mais il devrait aussi y avoir d'autres mesures d'accompagnement, par exemple, des processus disciplinaires ou des sanctions pour que les employés, une fois sensibilisés, ils vont vraiment pratiquer, que ce n'était pas seulement par simple obligation qu'ils ont suivi les sensibilisations ou les formations sur les cybersécurités, par exemple. Et en plus de cela aussi, en plus des mesures d'accompagnement, il faudra aussi que le top management communique sur l'importance. Et c'est seulement après que nous pourrons dire que la sensibilisation marche vraiment. Voilà. Robert, Oui. avec les vingtaines des entreprises comme DPO, aussi comme intervenants direct, au niveau de sensibilisation. Sur le principe, je suis tout à fait d'accord avec Valériane et je rajouterai que c'est pas que la direction ou le management doit communiquer sur ça, ils doivent vivre ça, donc ils doivent donner le bon exemple, ils doivent faire ce qu'ils veulent que les autres appliquent. Et je pense à exactement là, c'est souvent le grand problème. Eux, ils disent oui, mais les soldats, ils doivent faire, mais moi, je fais pas parce que moi, je suis plus important, je fais d'une autre façon. Et ça c'est donc ce que j'ai observé. Ça c'est une des problèmes avec tout type de sensibilisation. Si les responsables ne donnent pas le bon exemple, ça marche pas avec les autres, avec leurs collaborateurs. Oui, ça c'est assez important. Mais excuse-moi de couper la parole, mais imaginez maintenant, je sais pas, on a combien? On a 84 participants. Et imagine qui sont sont plus grands responsables de leur entreprise. Quel est le conseil pour commencer cette sensibilisation efficace? Quel est le conseil? Mais d'une part, bien évidemment, ils doivent avoir compris consciemment que c'est important, il faut faire quelque chose, il faut mettre en place les règles et aussi les sanctions et tout ça, comme Valériane a dit, je suis tout à fait d'accord. Et d'autre part, eux-mêmes, ils doivent appliquer ces règles. Hein, et ça, c'est souvent vraiment un problème parce que moi, je suis VIP ou je sais pas quoi et moi, je suis plus important et je dois, ça me gêne, je veux pas faire ça et je veux pas faire un deuxième facteur et tout ça, c'est pas confortable. Donc, et une fois les autres voient ça, ils disent oui, mais si mon responsable il fait pas ça ou si même le chef de l'entreprise il fait pas ça, pourquoi moi je dois le faire?
Hein, ça, c'est humain. C'est comme avec les enfants. Si moi, en tant que parent, je ne fais pas ce que je dis à mes enfants qu'ils doivent faire et je dis, oui, mais toi, tu dois faire telle ou telle chose et moi, je fais le contraire. Il va dire, oui, mais mes parents, ils racontent des choses, ils font autre chose, donc je fais aussi autre chose. Et c'est le même type de problème dans tout type d'organisation. Hein, c'est toujours, on peut seulement convaincre par donner le bon exemple. Alors, Allemagne, Afrique et aussi l'Amérique du Nord, on a tous toujours aligné sur le même paramètre de l'être humain. Il faut, messieurs les dirigeants, commencer pour vous. L'exemple. Excusez-moi de couper votre parole. Vous pouvez continuer. Je ne sais pas si vous voulez rajouter quelque chose de plus pour une sensibilisation efficace, parce que nous sommes en train de construire les prochains pas de nouveaux périodes de normalité qui démarrent. Ouais. Et ce que j'ai aussi souvent rencontré, c'est dès qu'on veut parler des sanctions, quand on a des règles et on ne respecte pas les règles, il y a des sanctions concernant la sécurité. Là, on a souvent comment ça s'appelle en français, les CE, donc les comités d'entreprise et tout ça, qui disent non, non, on veut pas ça, etc., parce qu'eux, ils comprennent pas, ils bloquent ça. Hein. C'est en Allemagne souvent le cas, c'est en France souvent le cas. Donc, parce qu'ils veulent pas qu'on punisse des collaborateurs à cause d'un problème de sécurité qui n'est pas considéré important. Oui, mais on voit de plus en plus de problèmes de données partagées et on parle aussi des nouveaux écosystèmes qui ont s'écrit. Karam, est-ce que vous voulez rajouter quelques expériences avec au niveau de sensibilisation efficace? Tu avais déjà contribué avec des paramètres très, très pratiques et au niveau technique, c'est très intéressant pour nos dirigeants et pour la vie personnelle. Alors, comment se passe au Canada? Parce qu'on sait que c'est un cas de réglementation assez rigide au Canada, hein? Oui, tout à fait. Pour renchérir là-dessus, ce que Robert vient de dire, c'est un peu avec la vision qu'on a en Amérique du Nord, on n'aime pas beaucoup les sanctions. Hein. Donc, on est plutôt dans les cas contraires où on essaie de donner des cadeaux. Donc, par exemple, en Europe, où on voudrait sanctionner, par exemple, les employés qui ne font pas, qui cliquent, ici, ce qu'on va faire, c'est qu'il va y avoir des programmes où on va récompenser ceux qui ne cliquent pas. Par exemple, si vous avez des employés, on peut mettre en place un programme, ça peut être des cartes cadeaux ou des petits cadeaux pour ceux qui ont l'habitude de cliquer en général. On peut avoir un programme en interne où, si pendant une certaine période de temps, où on fait par exemple une campagne de sensibilisation, si ces personnes-là font l'effort de bien repérer les messages qui sont malicieux, ils ne cliquent pas, on leur donne un cadeau. Donc, ça les encourage. Et puis, on se rend compte aussi que ça donne de bons résultats. Donc, d'un côté, les sanctions peuvent venir, mais ce n'est pas la seule manière de gérer les situations. Ça pourrait être aussi de leur donner des cadeaux. C'est des choses qu'on peut essayer dans un environnement, essayer les cadeaux, essayer les sanctions, puis voir peut-être qu'il y a un juste milieu qui existe, de telle sorte que les employés ils soient beaucoup plus alertes. Donc, en fait, concernant la question de sensibilisation, moi, personnellement, parce que je suis dans le domaine de la cybersécurité opérationnelle, je regarde la sensibilisation. J'ai un autre regard de la sensibilisation. Hein. Elle fonctionne. Par contre, ça demande beaucoup d'efforts. Puis, comme l'a dit Valériane et Robert, souvent, ça vient de la haute direction. Puis, souvent, ce que nous, on constate, c'est que dans plusieurs cas, dans les compagnies, les personnes les moins sensibilisées, ceux qui vont cliquer le plus, ça va être les gens de la haute direction. Donc, il faudrait qu'à un moment, les équipes TI aillent les voir et puis qu'ils aient du courage aussi, parce que c'est ce qui fait aussi ce défaut. Souvent, les équipes TI vont avoir l'impression que vont aller voir les équipes, le personnel, pour leur demander de faire attention, mais la haute direction, on ne va pas le voir. Alors que paradoxalement, les gens de la haute direction, les gens de les services de finances, les VP, en général, ils vont cliquer parce qu'ils n'ont pas le temps. Puis, la cybersécurité, ils ont très peu de connaissances en cybersécurité. Donc, en réalité, ces personnes-là, il faudra mettre beaucoup plus d'accent sur les sensibilisations, de telle sorte que, à la fin, ils soient plus alertes. Et puis, comme l'a dit Robert, il faut que ça vienne d'eux. S'ils ne donnent pas l'exemple, s'ils ne veulent pas avoir l'authentification multifacteur, s'ils ne veulent pas changer de mot de passe, évidemment, ça ne changera rien. Donc, ça, c'est des éléments qui sont très importants aussi en matière de sensibilisation. Et puis, il faut retenir aussi que, en réalité, aujourd'hui, vous avez beau faire beaucoup de sensibilisation. Par exemple, pour une compagnie, si vous avez un taux de clic lors d'une campagne de sensibilisation de 10% aujourd'hui, c'est waouh, génial. Alors qu'en réalité, le pirate, il sèche un seul clic. Donc, même si vous avez 10% de gens qui cliquent,
c'est toujours pas assez. Il faudrait que ça soit continuel. Il faudrait qu'en plus de la partie sensibilisation, il faudrait que derrière, il y ait des technologies qui vont être capables, par exemple, de filtrer la quantité de messages malicieux qui rentrent dans la compagnie. Et puis, si au dernier ressort, l'utilisateur clique, il faudrait qu'il y ait un outil derrière à la fin qui va être capable d'intercepter le dernier clic sur le fichier malicieux en question et puis bloquer, par exemple, l'attaque. Ça, c'est le cas idéal. Mais j'en conviens, il y a beaucoup d'efforts qui est fait. La sensibilisation, ça fonctionne, mais il faut continuer. C'est long à l'aide. Et puis, comme le dit le collègue, il faut que ça vienne de la haute direction et puis que ça descende plus bas. C'est super bien, merci Ganam. Je crois que c'est très positif à changer un peu le côté, mais on a vraiment l'autre alignement, on a vraiment le cas que le TI peut être, oh, mais celui-là, les chiens, les groupes qui sont toujours en train de basculer sur mon travail, j'ai pas de temps, il faut faire tout ça ici. Alors, je comprends tout à fait. Bon, je veux proposer l'autre question, qui c'est une question plus paradigmatique. Sommes-nous déjà vraiment sur une période de post-pandémie? Nous sommes déjà au niveau de cybersécurité, au niveau de nos atouts qu'on a créés parce que les techniques de santé, ils sont récurrentes, on dit, pour Afrique, qu'on a plein des Afriques, pour l'Europe, qu'on a plein d'Europe. Je suis basée au Portugal, Robert est l'autre Europe, en Allemagne. Alors, c'est l'autre Europe, on a plein des Europes. Et au Graham, qui est basé en Amérique du Nord et qui c'est énorme comme espace géographie, réglementation. Est-ce que nous sommes vraiment déjà dans un moment de post-pandémie? Comment nos organisations répondent au niveau technique du plan et des protections pour les prochains à venir, car les spécialistes disent on va avoir l'autre période très dure avec l'augmentation du numéro de Covid. On aura le télétravail sera une réalité, c'est déjà et sera. Il continuera, le télétravail, le e-learning. Alors là, est-ce que nous sommes déjà vraiment au pas? Quelle est votre expérience avec plein des Afriques, plein des Europes et avec un continent énorme qui c'est l'Amérique du Nord? Qui veut commencer? Alors, je prends la dame, Valériane, s'il vous plaît. Ok, ma réponse est oui et non. Oui, non? Oui et non, parce que on peut dire qu'on est en post-pandémie du fait qu'il y avait eu vraiment des faits réels, impactants, qui avaient conduit à plusieurs changements, qui a changé notre mode de travail et comment dire, la réflexion sur l'importance des risques liés déjà à la transformation numérique et avec la protection la continuité d'activité et la protection des données personnelles et tout ça. Donc, après la pandémie, il y avait eu, comment dire, les entreprises ont tendance à comment déjà, ils ont essayé d'assurer déjà la situation durant la pandémie et se préparer après la pandémie, puisque avant la pandémie, la plupart ne s'étaient pas bien préparés, il n'y avait pas eu de PCA, il n'y avait pas eu de matériel nécessaire au télétravail. La plupart ont encore laissé leurs employés, par exemple, utiliser des ressources personnelles parce que l'entreprise n'avait pas prévu des cas de continuité, des cas de télétravail, alors que ça a augmenté des risques. Il y avait aussi la prise de conscience par rapport à l'importance des procédures. Et puis, c'est non négligeable, c'est l'affectation des budgets, puisque auparavant, on avait sous-estimé les budgets relatifs à la sécurité de l'information et la continuité des activités. Donc, après la pandémie, je dirais la première vague ou deuxième vague
il y avait eu une conscientisation. Nous sommes déjà, on peut dire, en post-pandémie, mais nous ne sommes pas encore épargnés tant qu'il n'y a pas encore tant qu'on ne constate pas encore l'efficacité des vaccins et que tout le monde soit vacciné. Donc, on n'est pas encore en post-pandémie. Voilà. OK. Voilà. Je comprends le oui, le non. Karam, Oui, moi, je dis... Oui, allez-y. donc, quelle est votre position sur ça? Parce que vous êtes tellement ciblé sur les résolutions vraiment pratiques, et comme on a bien vu, c'est aussi un paramètre très intéressant pour partager avec notre audience. Qu'est-ce qui passe chez vous? J'aimerais bien savoir votre opinion. En fait, nous, actuellement, ce qu'on observe au Canada, je dirais pas qu'on est en post-pandémie, hein. Au niveau TI, au niveau numérique, au niveau des organisations, le mindset est le même que celui pendant la pandémie. Donc, le télétravail aujourd'hui, c'est une réalité qui est là pour rester. Puis, la tendance on observe actuellement, c'est que les entreprises vont aller vers un modèle hybride, quelques jours à la maison, quelques jours au bureau, avec des espaces flexibles où les employés pourront venir si c'est nécessaire. Mais on s'est rendu compte avec la pandémie que les employés, par exemple, au niveau des transports dans les grandes métropoles, c'était hyper difficile de pouvoir aller au bureau, par exemple. Puis aujourd'hui, les gens ont pris goût à travailler à la maison, puis les gens ne veulent plus revenir au bureau, ce qui est tout à fait normal, qui s'explique aussi. Donc, on est au niveau cybersécurité, la stratégie, c'est vraiment de toujours considérer qu'on est dans un contexte de pandémie. Puis, les réseaux informatiques sont protégés en conséquence. On part du principe que les employés ont leur téléphone ou leur ordinateur personnel ou de l'organisation qu'ils utilisent à la maison et puis que ça va continuer à se faire de cette manière. Par contre, on observe aussi que graduellement, on prépare la population à ce qu'à un moment donné, pas cette année, c'est sûr, mais peut-être en mi de l'année prochaine, peut-être qu'il y aura de plus en plus de personnes qui vont venir au bureau. Puis là, ça va créer d'autres problèmes, hein. Les problèmes qu'on observe et puis que nous, en tant qu'organisation de cybersécurité, on voit arriver déjà, c'est plusieurs compagnies ont été très flexibles avec les employés. Ils leur ont permis, par exemple, d'utiliser leur propre terminal pour se connecter au bureau pour faire les travaux. Puis plusieurs employés aussi ont continué à aller sur Internet sans passer par les outils de sécurité déployés dans la compagnie. Donc, on part du principe aujourd'hui qu'au retour du bureau, après la pandémie, lorsque les gens vont se connecter dans les réseaux corporatifs, on va considérer par défaut que leur ordinateur n'est plus fiable. Il est considéré par défaut comme étant infecté ou ayant été compromis. Donc, il va falloir mettre en place maintenant des moyens pour s'assurer que tous ces terminaux qui vont revenir sont sécurisés, de telle sorte qu'avant qu'ils se reconnectent au réseau de la compagnie, on s'assure que, par exemple, il y a un antivirus qui est à jour, on va s'assurer qu'ils ne sont pas compromis, on va les nettoyer littéralement avant de les permettre de rentrer dans les réseaux de la compagnie. Ça va créer un autre enjeu parce que aujourd'hui, les équipes informatiques qui gèrent tout ça ne sont pas forcément préparées à ça. Puis, dans plusieurs cas que j'ai observés personnellement, les équipes TI ont littéralement perdu le contrôle de la sécurité des terminaux qui sont utilisés à distance parce qu'ils ne savent pas est-ce que l'utilisateur a un antivirus. Tant que l'utilisateur ne se connaisse pas au réseau corpo, on ne sait pas est-ce que l'antivirus est toujours actif, est-ce qu'il a été désactivé, est-ce qu'il y a l'utilisateur accède à des sites web où il ne devait pas y aller. Donc, c'est compliqué là. Donc, avec le retour après la pandémie, il y a beaucoup de choses qui vont devoir être mises en place. Et si ce n'est pas fait, c'est clair que ça va augmenter encore les risques de sécurité. Donc, il appartient maintenant aux équipes TI de profiter de cette période-là pour mieux se former ou aller chercher de l'aide en matière de cybersécurité et se préparer de telle sorte que le jour où tout le monde revient au bureau, ben, je pense que dans le contexte de l'Amérique, non, il ne faut plus y penser. Ça, c'est plus une réalité, là. On va continuer en télétravail, mais à un moment donné, il va falloir prendre des bonnes décisions pour éviter que ça induise beaucoup plus de risques dans le réseau corporatif. Super, Cara, merci. Robert, tu veux ajouter? Oui, s'il vous plaît. Oui, moi, je veux bien aussi. Oui, donc d'une part, je suis bien d'accord avec Karim. Ça va être un problème quand on a vraiment une période post-pandémique, parce que pour moi aussi, aujourd'hui, on est toujours en mode pandémique et pas post-pandémique. Aussi, on peut encore imaginer des choses qui peuvent arriver, qui ne sont pas encore arrivé pendant la pandémie, quand on regarde toutes les pénuries et tout ça, on peut s'imaginer des coupures d'électricité dans quelques régions qui peuvent avoir un impact sur la sécurité, sur le travail et sur tout ça. On peut avoir des rébellions, on peut avoir des révoltes et des révolutions et je sais pas quoi. Donc tout ça n'existe pas encore et j'espère que ça va pas arriver.
Mais on peut imaginer que ça, si ça continue comme ça et comme les politiciens prennent des décisions dans un pays ou dans un autre, je pense qu'on n'est pas loin de la réalité que ça va se passer dans quelques régions. Et c'est pourquoi je dis aujourd'hui, on est très loin d'une période post-pandémique et tout marche bien, tout est en paix. On peut dire, OK, on a un niveau de sécurité maîtrisable et on sait qu'est-ce qui se passe demain ou dans 2 semaines ou dans 3 semaines. Mais on n'est pas là aujourd'hui. Pour moi, on doit plutôt fonctionner d'une façon, oui, donc je ne sais pas qu'est-ce qui se passe demain. Je dois être prêt à tout et tout peut arriver. Je peux tout imaginer et je dois toujours être en mesure de dire, oui, mais demain, ça marchait comme ça, mais hier, ça marchait comme ça, mais demain, ça peut marcher d'une autre façon, je vais faire totalement autre chose, etc. Et je pense que ça, c'est le grand enjeu dans cette période où nous sommes aujourd'hui. Pensez-vous maintenant, avec les votre 3 réponses, pensez-vous qu'il faut créer de nouveaux profils au niveau des TI pour accepter ce type de moments qu'on est en train de vivre? Nouveaux profils, nouvelles formations, nouveaux cadres. Est-ce que vous pensez que non? Je dis non, c'est assez. Le problème, c'est vraiment de soft skills, c'est les compétences que les gens ont parce que techniquement, on arrive à résoudre. Que pensez-vous? C'est la dernière parce qu'on a des questions du public. Est-ce qu'il y a des profils? Valériane, qui pensez-vous? Pensez que c'est nécessaire des autres certifications, plus de questions techniques qui, au niveau des compétences techniques, nous sommes assez, c'est le soft skill, c'est comme j'ai pu gérer tout ça. Que pensez-vous? C'est vraiment important de créer des nouveaux profils, de faire des recrutements déjà. Je vais toujours parler du cas de Madagascar. Hein. C'est clair, Ici, par exemple, il est encore rare de trouver des RSSI. Et la plupart des institutions, même financières, ont encore du mal à trouver les bons profils. Et après la pandémie, là, il y avait eu beaucoup de recrutements, des analystes, des RSSI. Donc, comme je l'avais dit, post-pandémie, juste la petite période là après la pandémie. Donc, il y avait eu déjà des créations de profils, mais ce n'est pas encore suffisant. Mais ce qui est important, c'est que du moment que l'entreprise en soit consciente déjà et procède à un recrutement et puis à un renforcement en compétences de l'équipe IT et de la fonction sécurité. Donc, les certifications, comme vous l'avez dit, sont vraiment importantes et déjà, avec la PECP, nous disposons de plusieurs variétés de formations. Donc, il est temps de promouvoir cette formation-là. C'est vraiment important. Voilà. Création de profils et renforcement des compétences. Et recyclage aussi. Recyclage de IT et des gens qui ont commencé analogiquement dans leur tête et maintenant nous sommes tous digitales dans notre niveau parce que nous sommes parents, on a vraiment l'autre type de mindset avec les nouvelles générations qui ils acceptent beaucoup plus facilement toutes les interconnexions entre VPN. Même moi, je suis ici au Portugal, mais je peux me reconnecter à partir des États-Unis, voilà, et ça dit ça là. Qui, dans notre époque, avec la connaissance de l'Internet, on était basé, c'était restrict, temps et espace. On n'a plus le temps et on n'a plus l'espace. Alors, Robert, c'est qui pour finaliser, parce qu'on doit encore répondre oui, au public. pour les questions du public. Oui, donc, je ne sais pas si on a besoin de nouveaux profils, parce que créer un nouveau profil, ça veut dire que ça prend du temps, il faut penser à un profil, ça prend un temps de formation, etc. C'est quelque chose qu'on ne sait pas trop dans quelle direction ça va développer. Pour moi, c'est plutôt comme Valériane a dit, on n'a pas assez de gens. Et c'est déjà, si on forme des gens sur la base des profils qu'on a aujourd'hui, on a déjà beaucoup gagné.
Donc, c'est pas qu'à Madagascar comme ça. Donc, c'est aussi en Europe, c'est la même situation. On n'a pas assez de spécialistes ni en sécurité d'information, ni en sécurité des systèmes d'information. Et c'est pour ça, je pense aussi, il faut vraiment former des gens et aussi des gens qui sont déjà une formation de base et de les reformer entre parenthèses, d'avoir plus de connexion et plus d'adaptation à la sécurité, etc. Je pense toute autre chose, ça va être produire un grand truc, une grande usine à gaz et ça va pas aider. Donner les résultats pratiques. Karen, avec l'expérience au Canada et comme vous avez vraiment un doctorat en cybersecurity, quel est votre mot sur le profil? Qui pensez-vous qui est la priorité? Soft skills ou hard skills? Au CAC, la question, c'est avoir plus de professionnels sur le réseau pour nous aider. En fait, moi, je dirais, parce que j'enseigne aussi à l'École polytechnique de Montréal en cybersécurité et chaque fois, les programmes changent. Il y a de nouveaux besoins qui arrivent et puis on forme de nouvelles personnes à des nouveaux profils. Mais moi, ce que j'observe, en fait, c'est que le domaine de la cybersécurité est un domaine qui est un peu paradoxal quand même, je l'impresse. Pour moi, ce que j'observe, c'est qu'on est face à une armée qui est très déséquilibrée, ou de l'autre côté, on a 80% de gens en cybersécurité aujourd'hui qui savent écrire les stratégies pour faire de la cybersécurité, qui sont comme des officiers, et on a seulement 20% des gens qui sont des soldats, qui sont capables de défendre les réseaux de manière opérationnelle. Donc, d'un côté, c'est pas seulement au Canada. Non, c'est partout pareil, mais c'est une réalité aujourd'hui. Mais comment veut-on continuer à se protéger contre des pirates qui, eux, pendant qu'ils sont en train d'écrire des codes informatiques, des programmes informatiques pour attaquer les réseaux, nous, on a 80% de gens qui écrivent des papiers. C'est déséquilibré. Donc, je pense que les formations qu'on a aujourd'hui sont suffisantes. Il faudrait inciter plus de personnes à faire de la sécurité opérationnelle, que ce soit la détection, prévention d'intrusion, que ce soit la rétro-ingénierie des virus et des codes malicieux, que ce soit des choses techniques, mais il faut inciter le plus de personnes, mettre plus en valeur les formations techniques de telle sorte qu'il y ait plus de personnes qui décident de le faire. Si on a plus de personnes qui le font, ça va être génial. Fantastique, génial. Ouais. Bon, je passe à la question. Oui, il faut faire comprendre. Et il faut faire comprendre les dirigeants qu'il y a une différence entre la sécurité stratégique et la sécurité opérationnelle. Ça, ici, un problème. Donc, ils mélangent toujours tout et c'est pour ça que ça ne marche pas aussi. Tout à fait. Ouais. C'est parce qu'ils sont pas là. Ce type de pensée, ce type de distinction dans leur tête, ils vont pas mettre la valeur, l'importance aussi sur la stratégie et sur la sécurité opérationnelle. Bon, je passe à les questions. Merci beaucoup. C'est très intéressant, mais notre temps prend. Bon, aujourd'hui, c'est une question posée pour quelqu'un de public qui je n'ai pas ici le nom, mais merci beaucoup pour votre participation. Aujourd'hui, les mots les plus à la mode sont cyber-résilience, stratégie cyber. Pouvez-vous nous préciser un peu ces deux concepts et surtout nous dire ce qui peut continuer une stratégie, vient de dire ça, Robert, cyber. Alors, pouvez-vous préciser un peu les deux concepts, c'est cyber-résilience ou cyber-résilience et stratégie cyber, qui on vient de parler, la question opérationnelle et stratégique. Qui veut commencer à répondre parce que c'est assez intéressant, c'est pas seulement de définition, c'est aussi une proposition de comment nous pouvons travailler pour. C'est une carte d'intention. Et quelle est pour vous la définition? Valériane, s'il vous plaît, vous pouvez commencer? La définition de cyber-résilience, je ne sais pas si je serai à la hauteur, mais pour moi, cyber-résilience, c'est le fait de... En fait, c'est une sorte d'approche qui englobe la cybersécurité et la gestion de la continuité de l'activité. Donc, il y a le terme résilience qui indique la capacité de se défendre en cas de cyberattaque. Et je laisse la parole à mes deux autres amis. Oui. Alors, Robert, avec votre expérience
tellement pulvérisé sur le marché allemand, en France, partout, et aussi responsable de ce truc d'IPO, autant des autres entreprises, que pour vous, l'être, la cyber-résilience et la stratégie cyber. Et quel est le contenu que nous pouvons aussi ménager en face de tout ce que nous vient de parler et de partager ici pour notre panel. Pour moi, la cyber resilience, en fait, c'est le concept de la totalité de tout ce qu'on a besoin pour être vraiment résilient contre tout type d'attaque et pour minimiser les impacts d'une attaque qui vient de l'espace cyber. Et les cyberstratégies, c'est en fait, c'est la stratégie pour mettre en place tous les moyens qui contribuent à une bonne résilience. Je ne sais pas comment l'expliquer d'une autre façon, mais pour moi, c'est lié, l'un fait partie de l'autre pour y arriver. Et c'est un peu accepter qu'est-ce qui passe, c'est un peu, on accepte, et voilà, on accepte. Et la stratégie, la cyberstratégie, qu'est-ce que pensez-vous qu'ils sont vraiment créés la cyberstratégie? C'est ça, c'est comme dit Karen Valériane, il faut changer, il faut mettre sur deux mesures quels sont les opérationnels, quelles sont les stratégies, comme dit Karen super bien, 20%, 80%. Il faut avoir. Oui, pour moi aussi, la stratégie, c'est une partie qui est, oui, qui donne, entre parenthèses, les ordres ou le cadre pour la partie opérationnelle. Et après, après, il faut vérifier la stratégie si elle marche ou si elle marche pas. Oui, mais à la fin, la plupart des choses se jouent après au niveau opérationnel, parce que avec le nombre d'attaques montantes, l'opérationnel devient de plus en plus important. C'est tout simple. Ouais. Alors, je sais pas, il y a 5 ans, c'était peut-être pas comme ça. Mais déjà, c'est d'attaque. Il y a 20 ans, c'était plutôt le contraire. On peut faire 80% de stratégie et 20% opérationnel. Mais aujourd'hui, c'est bien le contraire. Au contraire. Carrément, votre profil professeur, aussi formateur, aussi opérationnel, aussi stratégique. Pour vous, comment vous pouvez faire la définition de cyber resilience et quel est le contenu de la stratégie cyber pour l'instant? Ben moi, je pense que mes deux collègues ont déjà tout dit. Est-ce que moi, je vais essayer d'imager ça. La cyber-résilience, pour moi, c'est lorsque vous êtes attaqué, est-ce que vous tombez ou est-ce que vous continuez à résister? C'est un peu ça. Si vous avez les mesures de telle sorte qu'il y a un ransomware qui rentre chez vous et que vos opérations peuvent continuer à fonctionner, vous êtes cyber-résilient. Si un ransomware rentre chez vous et puis que vous êtes paralysé pendant 1 semaine ou 2 semaines et puis qu'il n'y a rien qui fonctionne, ben vous n'êtes pas cyber-résilient. C'est pour Oui. juste pour imaginer un peu. Là. Alors, nous sommes déjà, merci beaucoup. Nous sommes déjà vraiment à la fin. Je passe la parole, je commence pour vous, exactement, Karen. Les deux mots pour être conseil, conclusion, pour finaliser notre panel, c'est assez intéressant. 3 continents, 3 visions différentes avec des femmes. Valérie. Alors, pour finaliser, pour faire la finalisation de notre panel, je vous donne la parole, s'il vous plaît, Karen. Ok, bon, merci à vous de m'avoir invité pour ce panel comme panéliste et tout, et puis merci à mes collègues aussi qui ont donné des arguments qui sont très convaincants. Puis merci à toi aussi, Josina, pour avoir modéré tout ça avec sourire, avec beaucoup de dynamisme et tout, c'est super. En fait, moi, ce que je dirais, c'est que j'ai l'impression derrière que on est passé à une autre phase en matière de cybersécurité et plusieurs compagnies ne se rendent pas du tout compte dans quel jeu on est en train de rentrer actuellement. Il va falloir que les gens partent du principe qu'aujourd'hui, quoi qu'ils fassent, un jour ou l'autre, ils vont se faire pirater. Ils vont subir une cyberattaque. Puis, ils ont le choix. Est-ce qu'on va se préparer pour que le jour où ça arrive, on va pouvoir réagir très rapidement pour éviter qu'il y ait des impacts ou on va faire partie de ceux qui vont faire la une dans les journaux ou ceux qui auront mis 2 semaines, 3 semaines à essayer de régler le problème. Donc, c'est ce que moi, je recommande aux gens. Il faudrait que les gens comprennent qu'aujourd'hui, le piratage est là, ça va continuer à augmenter, puis qu'au niveau de la régulation, pour être honnête,
Il n'y a aucun pays aujourd'hui qui a la capacité, aucun gouvernement aujourd'hui qui a la capacité de protéger les infrastructures nationales critiques, incluant les compagnies privées. Donc, il va falloir que chacun prenne ses responsabilités, puis que les gens déploient tout ce qu'il faut, que ce soit de la sensibilisation ou des outils technologiques ou du monitoring de leur réseau ou même des belles stratégies pour être capable de pouvoir continuer à gérer la sécurité de manière efficace pour éviter, par exemple, de se faire pirater. Donc, je pense qu'il y a encore la possibilité, l'espoir est permis, c'est à chacun de prendre les responsabilités qui sont les siennes et puis que globalement, ben, si toutes les compagnies font ce qu'ils ont à faire, de manière globale, ben, le taux de piratage va baisser parce qu'il va y avoir moins de réseaux qui vont être compromis. Merci beaucoup, merci beaucoup. Ça fait plaisir. J'invite alors mes chers collègues, Robert et Valériane, qui vous prend la parole d'abord pour la déclaration finale. Ok, voilà. Ok, donc je remercie déjà encore, mais non pas déjà, je remercie encore PECB d'avoir organisé ces conférences, hein, puisque c'est vraiment instructif. Ça nous avait permis de faire des partages. Merci à Inkela, Josina, merci à mes deux chers collègues et amis maintenant désormais, Robert et Karim. Je compte que, j'espère que au-delà de cette conférence, nous continuerons à faire des échanges, à promouvoir la sécurité et à s'entraider. Et merci aussi à notre assistance. Merci d'avoir assisté à ce webinaire. Je pense que Karim a déjà tout résumé, mais juste une petite conclusion par rapport à ce qu'on avait dit. La pandémie, partout dans le monde, a eu des impacts, surtout par rapport à la transformation numérique, alors qu'en même temps que nous passons, nous migrons vers la transformation numérique, l'augmentation, il y a aussi les risques qui s'intensifient. Donc, c'est vraiment l'affaire de tous, en commençant par les dirigeants, les gouvernements, toutes les entités, tous les secteurs sont concernés. Donc, voilà, c'est l'affaire de tous. Merci. Merci beaucoup, mais j'ai vu laisser une note qui je n'ai pas lu. J'ai l'autre, quelqu'un qui veut parler avec Karim. Je passerai l'info direct à Karim, pardon. Et c'est le monsieur Josias Mokouraf. Il est à RDC. Il a une question qu'il propose à vous et après je passe au message privé, ok? Ce qui se passe pour vous, ok? Excusez-moi parce que je n'ai pas lu, on a pas de temps. Alors Robert, les déclarations finales, quelqu'un qui a déjà expérience avec le PCB comme modérateur, comme panéliste et aussi en cybersécurité. Trois choses à la fois. Oui. Oui, aussi, je peux juste me joindre à mes chers collègues Valériane et Karim pour remercier à PECB et à toi, Josina, et aussi à Valériane et Karim pour ce panel vraiment intéressant. Et pour moi, c'est la première fois d'avoir un panel sans aucune présentation et je trouve ça super. Parce que ça, c'est vraiment la meilleure chose qu'on peut faire. C'est des vraies discussions et c'est des discussions qui viennent de la réalité, qui sont assez spontanées, etc. Et pas des choses préparées où tout le monde sait, OK, il y a quelqu'un qui a écrit un livre et là, il faut lire et chacun a son rôle. Et non. Pour moi, on a fait d'une façon optimale, comme ça doit être. Sur les conclusions, je peux aussi me joindre seulement à Karim et Valériane. Il n'y a pas d'autre chose à rajouter, grosso modo, sauf que pour moi, c'est pas le nombre des piratages qui va descendre, c'est le nombre des piratages à succès qui va descendre. Oui, parce que je pense que les pirates, ils vont pas laisser, parce qu'on est mieux sécurisé, ça va les plutôt animer de faire encore plus d'attaques, mais ils vont avoir, je l'espère, moins de succès. Et d'autre part, il faut pas que
se baser sur la technique, mais il ne faut pas oublier toute la partie humaine et il faut travailler aussi sur la conscience des humains et même si tout est sécurisé et j'ai un humain qui prend des données, qui les donne sur une clé USB, il donne à quelqu'un d'autre et j'ai pas de solution technique pour éviter ça ou s'il imprime ou je sais pas quoi. Donc, il faut toujours penser à la sécurité de l'information, pas à la sécurité digitale. Et c'est pour ça qu'on parle de la sécurité de l'information. L'information est toujours aussi importante, peu importe si elle est digitale, si elle est dans ma tête ou si elle est imprimée sur un papier, sur une photo ou je sais pas quoi. Donc, ça aussi, il faut toujours penser à la totalité de la protection. Aujourd'hui, nous avons parlé beaucoup de la partie cyber et de la partie digitale, mais il faut pas oublier ça. Ça, c'est aussi une chose importante qui tombe souvent du bateau. Merci beaucoup. Je vous remercie chaleureusement de votre participation, de partage des expériences par 3 continents.